Excusez-moi. Je voulais ajuster ma lumière, puis mon vidéo précédent va avorté entre-temps. Mais donc, c'est d'expliquer comment voyons, moi j'en étais. C'est étonnant que ça arrive. Je voulais faire un vidéo, mais peut-être qu'il y a un sens plus grand à mon erreur. Où est-ce que j'en étais donc? Bon, c'est ça, c'est d'expliquer comment dans une société comme la nôtre, hein, du fait qu'on n'a pas de lieu de débat constitutionnel, on ne peut pas, on n'a pas de vrai débat constitutionnel dans la société. On n'a pas de débat en profondeur sur de grandes idées sur comment on pourrait changer notre société. Puis donc, dans la partie 8, ce que je fais, c'est que en proposant mes idées de manière illustrative, d'une certaine manière, je ne dirais pas que j'y tiens pas, mais ce que je veux dire, c'est que ces questions-là, dans notre société actuelle, on ne peut presque pas en débattre. Dans une société où il y aurait un lieu de débat comme ça, on pourrait aller jusqu'à débattre de questions comme celle-là. Par exemple, changer le système médiatique, mettre en place des limites à la richesse individuelle des personnes, hein? Mettre un plafond, par exemple, aux revenus ou même à la fortune des personnes. Et puis ensuite, je parle aussi d'autres questions un petit peu moins corsées politiquement, là, si on peut dire, qui sont le droit de vote, hein? Et puis le mode de scrutin. Le droit de vote, on s'imagine qu'on a un système universel, mais c'est pas vrai. Hein? On n'a pas un système universel et il y a 20% de la population qui n'a pas le droit de vote au Québec. Hein? Puis donc, je vais parler dans cette partie-là de ces 20%-là. Peut-être deviner c'est qui si vous êtes bon démographe, mais puis expliquer qu'on pourrait donner un droit de vote indirect à ces gens-là. Je parle des mineurs, en fait. Et donc, j'explique une idée qui, à mon avis, me semble essentielle, en fait, là, surtout qu'on parle d'une constitution, c'est qui a des droits politiques, hein, au-delà du droit de vote, de tous les autres droits politiques qui vont avec. Donc, je discute de cette question-là, puis j'explique comment on devrait donner un droit politique indirect, hein, ou des droits politiques, pardon, indirects aux personnes mineures qui seraient exercés, dans ce cas-là, par leurs parents ou par leurs représentants légaux. Hein. Et bien que ce soit un système qui soit d'une certaine manière imparfait, hein, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a présentement. Et c'est le plus parfait avec la situation qu'on peut faire. Et donc, juste une question comme ça, par exemple, vous pouvez probablement comprendre. Là, je vais juste vous exposer ici l'idée rapide, mais je vais en faire une présentation complète. Mais une idée comme ça, tu sais, il faut prendre le temps d'en jaser. Hein? On peut pas juste arriver et dire, ben, oui, nous, les gens du groupe Constitution, on trouve que c'est une bonne idée, donc on va la mettre dans la Constitution. T'sais. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous savez qu'il va y avoir un tollé de gens qui vont dire, ben là, vous allez trop loin ou on n'a jamais entendu parler de cette idée-là, puis tout ça. Puis donc, il faudra avoir un débat, lancer l'idée, mais une assemblée constitutionnelle, elle peut se dire, cette idée-là est très intéressante parce que c'est vrai qu'il y a 20% des gens qui n'ont pas de poids politique. Puis si on veut leur donner du poids politique, qu'est-ce qu'on fait? Première idée, on la lance au peuple, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a des gens comme moi qui sortent pour dire on devrait faire ci, il y en a d'autres qui disent on devrait rien faire, il y en a d'autres qui disent on devrait faire ça. Hein? Puis ensuite, après avoir digéré tout ça, là, on peut faire une proposition plus formelle, ou disons mieux organisée, hein, sur qu'est-ce qu'elle envisageait de mettre en place. Et puis là, en référendum, cette question-là pourrait être adoptée ou refusée. Hein? Et tout ça pour dire que ce genre de questions-là, puis ça, cette question-là, c'est la première en fait que je traite dans la partie 8, puis l'ironie de la chose, c'est que c'est la moins importante. C'est la moins ambitieuse. Hein? Mais c'est quand même une idée qui a une certaine ambition, il ne faut pas qu'on se le cache. Mais ça vous illustre un petit peu comment, avec une assemblée citoyenne, une assemblée constitutionnelle, pardon, on serait, qui est aussi citoyenne, là, on serait dans un autre monde politique. Autrement dit, oui, il y aurait le débat politique courant, hein, qu'est-ce que le gouvernement fait, mais il y aurait aussi le grand débat, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État, puis où est-ce qu'on s'en va. Hein. Et puis, je vais me permettre une petite parenthèse ici, étant donné que je suis dans l'introduction, pour jaser un petit peu de cette idée-là. Il y a d'autres types de... Il y a d'autres types de choses qu'on peut aussi mettre dans la Constitution. Hein.
Puis là, il y a des camps plus formalistes, conservateurs à l'université, puis je peux voir que l'INM a été influencé un petit peu dans la préparation de ces projets par ce camp-là, qui est essentiellement le grand camp, là, mais donc on ne peut pas vraiment les blâmer, mais je peux voir qu'ils ils sont sortis un petit peu des gonds de ça, mais il est possible de mettre dans des constitutions d'autres choses, puis de faire de la constitution un acte de changement pour la société. Hein? Puis donc, d'entamer un changement par un changement constitutionnel, d'entamer une transformation de la société par un changement constitutionnel. Par exemple, hein, au lieu de dire que... bon, là, j'allais me référer à la proposition de quelqu'un d'autre, là, mais je ne vais pas faire ça. Enfin, il y a une autre personne qui a proposé qu'on devrait mettre dans la Constitution du Québec que le Québec met en place ou utilise la philosophie, entre guillemets, là, du développement durable et du développement humain, mais que c'est dans la loi qu'on met ça en place. Donc, le gouvernement a l'obligation, disons, de dire quelque chose là-dessus. Hein? Ça, essentiellement, c'est dire, on donne cette fonction-là au Parlement. Hein? Mais si on avait encore une fois une assemblée constitutionnelle en place, on pourrait se dire, non, on ne va pas leur donner ce pouvoir-là. On va mettre en place un principe qu'on va peut-être appeler développement durable X. On va trouver un terme, là. Mais appelons ça le développement durable pour l'instant, hein, pour donner c'est un exemple. Là. Et puis, ce principe-là, hein, qu'on va avoir défini dans la Constitution, il va s'appliquer à la loi. Et donc, toute loi qui irait contre ça serait tout simplement illégale. Et ce que ça ferait, c'est que là, ça forcerait l'État québécois, peu importe qui est au pouvoir, à aller dans le sens de la logique et puis de la raison, hein, c'est-à-dire d'une société plus écologique à une ère de destruction massive comme celle d'aujourd'hui. Hein. Et puis donc, la Constitution peut être utilisée pour ce type de changement-là aussi. Hein. C'est juste pour illustrer ça que j'insère cette idée-là ici, puis expliquer un petit peu encore une fois, on ne peut pas mettre ça dans une constitution vide de même. Il faut prendre du temps pour, après avoir dit développement durable, au moins définir c'est quoi, pour que le juge qui se penche là-dessus puis qui se dise, cette loi-là, es-tu conforme à la Constitution, il y a une bonne idée qu'elle est ou qu'elle ne l'est pas. Et puis donc, il faut un peu développer le principe, pas nécessairement trop longuement non plus, mais assez pour que ça soit clair de quoi on parle. Au lieu d'être vague. Parce que dans le fond, développement durable, ça ne veut rien dire. Alors, je veux dire, ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien. Ça n'a pas nécessairement d'implication législative ou normative là, en termes de règles immédiates. Donc, ça, c'est un exemple hein, d'autres choses qu'on peut mettre dans la Constitution. Mais dans la partie 8, encore une fois, hein, ce dont je parle, c'est plutôt des changements institutionnels. Et l'autre sujet que j'aborde là, qui est le deuxième là, en termes dans l'ordre, hein, j'aborde les droits politiques des mineurs, ensuite le mode de scrutin, hein, que je préférais proportionnel, mais aussi préférentiel. Et ensuite, j'aborde la question des médias et puis la question du revenu maximum puis de la fortune maximale. Puis donc, dans cette partie 8-là, hein, qui est une grande section, là, j'en conviens, j'expose le reste de ma pensée politique, mais peut-être qu'en annexe, je vais peut-être me permettre d'ajouter même une idée ou deux. Mais j'expose le reste de ma pensée politique et le but de ça, c'est pas de vous convaincre que j'ai raison ou d'aller dans ce sens-là. Le but, c'est de vous convaincre que vous n'êtes pas habilités, vous, les gens de Constitution, à débattre de ça parce que vous n'avez pas le temps, puis qu'il faudrait prendre le temps pour le faire, puis que c'est une assemblée constitutionnelle qui devrait le faire. Hein? Fait que le but de tout ça, là, c'est juste ça. Mais bon, tu sais, j'essaie de faire mon point de manière, avec un point levé, là. Non, mais j'essaie de faire mon point de manière exhaustive pour que ça soit bien compris. Hein? Que dans le fond, on ne peut pas faire une constitution sur un coin de table. Ou du moins qu'on doit, même si on ne suit pas l'idée que je propose, il n'est absolument pas inintéressant de s'y pencher, hein, ou d'autres idées, là. Puis des fois, ça va amener un petit changement, hein, ou ça va amener un compromis, ou un mélange de ça avec d'autres choses, ou une autre perspective. Mais au moins, c'est important de se pencher sur certaines questions avant de se prononcer, même si on est pour dire, ça, on ne le mettra pas. Mais c'est intéressant de se pencher dessus, même si c'est pour réaliser que finalement, cet aspect-là, on pense qu'il ne devrait pas être mis. Il y a des questions, autrement dit, essentielles à la société qui doivent être posées,
Puis celle-là, je pense que dans l'occurrence, c'est toutes des questions essentielles et de se pencher dessus nous permet d'être clair au moins sur où on s'en va d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est qu'on ne perd rien, là, disons, à débattre. Mais plus largement, hein, c'est que, comme je le disais, l'Assemblée constituante telle qu'elle existe n'a pas le temps, tout simplement, hein, et les moyens d'approfondir des questions comme ça. Or, hein, si on veut débattre de constitution, il faut approfondir ces questions-là. Évidemment, il y a des gens qui vont vous dire non. J'en suis conscient. Mais ça, c'est des gens qui ne veulent pas aussi qu'on approfondisse ces questions-là. Fait que là, il y a comme un petit peu, là, il peut y avoir entre guillemets, une lutte idéologique derrière la lutte constitutionnelle. Tu sais. Et puis donc, d'une certaine manière, je m'insère à l'intérieur des progressistes constitutionnels qui veulent utiliser la Constitution pour le changement d'une société et non pas seulement énoncer qu'est-ce qu'on a comme tradition puis comme institution dans un pays. Puis donc, j'opte pour le changement et non pas pour la description d'un état de fait. Hein? Puis il y a l'autre camp là, qui opte pour la description d'un état de fait, qu'on mette ça dans une constitution. Mais pour moi, ça me semble un petit peu perdre son temps. Ceci pour dire que dans la partie 9, hein, qui est l'autre partie essentielle, là, il y a la 1 qui est la partie suivante, la partie 3, c'est la partie sur l'Assemblée constitutionnelle du Québec. Dans la partie 9, là, je vais me pencher, je vais faire une autre proposition au groupe Constitution qui est un petit peu hors des 6 catégories. mais en même temps qui englobe toutes les 6 catégories. Il y a 6 champs, là, il y a 6 différentes catégories dans lesquelles il y a 6 commissions enfin à l'intérieur de cette assemblée-là. Et donc, chacune se penche sur les questions d'un certain type. La question que je vais aborder dans la partie 9, hein, c'est une question qui est au-delà de tout ça d'une certaine manière, hein, enfin, qui est différente. Et cette idée-là, hein, c'est que, à mon avis, il ne serait pas du tout inintéressant d'explorer la possibilité de continuer l'expérience du groupe Constitution elle-même et puis donc soumettre l'idée à la population puis de demander si la population est prête à appuyer d'un point de vue financier l'extension de son mandat. Hein. Et puis donc la partie 9, j'appelle ça continuons, hein, pour faire un beau jeu de mots avec constitution. Et c'est l'idée qu'on pourrait perpétuer cette instance-là, hein, financée par les citoyens, pour que ça reste un marqueur clair pour le politique que les Québécois veulent un changement au Québec. Et j'explique dans cette partie-là, hein, qu'il y a dans l'histoire que certaines choses comme ça se sont déjà faites et qui ont donné lieu à des changements politiques. C'est un petit peu différent quand même, là, mais je parle de la Révolution française. Il y a une assemblée qui avait été convoquée par le roi, mais qui a dit « on part pas ». Parce que dans le fond, le peuple, c'est nous. Puis ça a donné lieu à la Révolution française. Fait que je vous suggère un petit peu, disons qu'il y a un parallèle, il y a une analogie à faire entre les deux propositions, hein, avec la situation française, de la Révolution française, puis avec ce que je vous suggère. Ce que je vous suggère, c'est de rester là, essentiellement, puis qu'il y ait d'autres citoyens qui viennent joindre à vous, puis de fonder une genre d'institution citoyenne, hein, financée par les citoyens, qui défend cette grande idée-là que je propose dans la partie 3, si vous l'adoptez bien sûr, d'avoir une assemblée constitutionnelle pour le Québec et qui va aussi peut se pencher, si elle le désire, hein, sur l'ensemble des autres questions, commencer à déblayer le terrain sur les plus importantes des autres questions qui doivent être abordées dans le cadre d'une réflexion constitutionnelle. Donc, c'est un petit peu de faire un acte je ne sais pas exactement comment dire, là, mais de bravoure politique. On pourrait dire comme ça, d'audace politique. Évidemment, c'est une suggestion. Je ne sais pas dans quelle mesure cette idée-là va résonner chez ces gens-là, chez les organisateurs. Mais ce qui est absolument clair, c'est que si vous rentrez chez vous, hein, vos propositions vont être lues par les gens de l'Assemblée nationale, vont être tablettées et ne vont pas pouvoir avoir grand impact. Hein? Et surtout que vous n'avez pas le temps, en fait, pour vous pencher tellement en profondeur que ça dépend de ce que vous dites, évidemment. Hein? Si vous adoptiez ma proposition 3 de parler d'une assemblée constitutionnelle et puis vous mettiez ça en priorité
comme je suggère, hein, dans peut-être même en exclusivité dans les propositions que vous allez faire. En ce sens que vous pourriez dire nos autres réflexions constitutionnelles sont provisoires, mais celle-là, on s'entend que ça, il faut qu'on ait ça pour le Québec, une assemblée constitutionnelle. T'sais, si vous faisiez ça, ce serait déjà un statement qui serait fort. Mais si vous faisiez ça, puis vous vous disiez, là, on va mobiliser les citoyens, puis on va leur demander de nous financer s'ils sont d'accord, puis on va continuer de les mobiliser jusqu'à temps que ça se fasse, ou jusqu'à temps qu'on n'ait plus de sous, que ça ne marche plus, ben là, ça serait intéressant. Puis ça questionnerait grandement là, la population, puis ça dirait, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à vouloir fonder une institution à côté, ou une assemblée plutôt, à côté de l'Assemblée nationale pour lui rappeler de la volonté des citoyens sur cette question-là. Ce serait quand même un grand accomplissement si vous aviez l'honneur de suivre cette proposition-là. Ceci pour dire que je vous donnerai bien sûr un petit peu, je vous donnerai ma part du gâteau si vous décidez de suivre cette voie-là, mais c'est ce qui est dans la partie 9 qui s'appelle Continuons. Hein. On pourrait peut-être aussi étudier d'autres idées, là, évidemment. Ce ne serait pas inintéressant que l'Assemblée se penche peut-être sur d'autres possibilités pour continuer. Hein. Mais ma grande crainte, hein, c'est que l'expérience soit... enfin, c'est toujours intéressant, là, mais disons que l'expérience peut aller plus loin que simplement faire un rapport d'une délibération d'1 an sur un ensemble de questions constitutionnelles, puis de présenter ça à la population, mais aussi à l'Assemblée nationale. Si on veut vraiment changer les choses, puis si on pense qu'on a vraiment la bonne idée pour le faire, ben on devrait agir. Et puis donc, c'est l'idée qui est dans la présentation 9. La partie 10, vous pouvez peut-être être content après tous ces propos-là de savoir que c'est simplement une conclusion, puis un topo, un retour sur tout ça. Donc peut-être des remarques finales, là. Et puis donc, il n'y a pas grand-chose dans la partie 10. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir plus de choses à ce moment-là, mais c'est simplement là, une synthèse là, de tout ce qui figure dans les présentations précédentes. Donc, faut peut-être m'excuser aussi, hein, je fais mes vidéos à la bonne franquette, je suis pas chez moi, je suis un peu isolé, et puis mes moyens techniques sont un petit peu limités. Je vous conseille peut-être d'avoir une fenêtre plus petite, sur un écran plus grand, ça peut peut-être apparaître un petit peu mal, mais l'essentiel de ce que j'ai à communiquer, c'est ce que j'ai à dire, puis non pas l'aspect visuel, là. Puis donc, c'est le propos qui est important, puis pas le paysage derrière qui est quand même magnifique. Ceci pour dire que, voilà, dans les prochaines présentations, je me lance dans ça. Hein, et après cette introduction-ci, hein, la première qui va, donc la partie 2, va porter sur le pouvoir constitutionnel et sur l'histoire de ce pouvoir-là et sur la grande idée que ce pouvoir-là n'a jamais été entre les mains du peuple.